Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler de la diversité linguistique dans l'Internet. Je vais d'un côté vous parler de l'état de l'art des langues dans l'Internet, ensuite du multilinguisme dans l'Internet, et en conclusion, je vais donner des perspectives en rajoutant le thème de l'intelligence artificielle et de son impact sur la diversité linguistique dans le numérique. Je suis le responsable de l'Observatoire de la diversité linguistique et culturelle dans l'Internet, une ONG qui travaille sur ce thème depuis plus de 30 ans. On a commencé à travailler sur ce thème dans les années 90. En préalable à l'exposé, un rappel d'une évidence trop souvent oubliée. Pour établir des politiques publiques, dans ce cas-là, il s'agirait de politiques publiques pour les langues et le multilinguisme dans le numérique, il est indispensable d'avoir des indicateurs fiables, renouvelables, qui permettent d'obtenir des diagnostics et ensuite de mesurer l'impact des politiques que l'on suit. La question des indicateurs pour les langues dans le numérique est une question très difficile parce qu'elle est à l'intersection de deux domaines où il n'y a pas d'indicateurs fiables en général. Il y a beaucoup de biais. Dans le domaine linguistique, les données démolinguistiques, la démographie des langues, sont des données où il y a peu de consensus, les limites sont floues. Quand est-ce qu'on parle de langue maternelle, quand est-ce qu'on parle de deuxième langue, quand on parle de deuxième langue, quelle est la définition rigoureuse de deuxième langue, à quel moment on est ou pas en possession d'une deuxième langue. Du côté de l'Internet, c'était un objet à l'origine, grâce au moteur de recherche extrêmement scientifique, il a été perverti, le marketing a pris le dessus. Aujourd'hui, il est très difficile d'avoir confiance dans des résultats de moteurs de recherche. Le web, en plus, est un monde pratiquement infini et les moteurs de recherche sont devenus des moteurs de publicité et tout ça fait que les biais sont permanents et qu'il y a beaucoup de travail pour surmonter les biais. Dernier point d'introduction, ceux qui détestent les statistiques et les chiffres vont me haïr. Cette présentation est pleine de données. Voyez ça relax, voyez ça comme une manière impressionniste de décrire une réalité qui est très peu connue. En plus, ma fonction comme responsable d'Obdilsi est justement de fabriquer des indicateurs sérieux, fiables, qui permettent de diriger des politiques publiques. Donc je suis dans mon domaine en exhibant un certain nombre de données. Donc je vais commencer par parler des données sur les langues dans l'Internet, ensuite sur le multilinguisme dans l'Internet, et en conclusion, je parlerai de l'intelligence artificielle et de son impact sur la diversité linguistique dans l'Internet. Une première courbe issue des données d'Ethnologue de 2024 qui vous donne la relation entre nombre de locuteurs et langue, et nombre de langues. Si vous regardez la courbe à droite, vous voyez qu'il y a deux langues seulement qui ont plus de 1 milliard de locuteurs, l'anglais et le chinois. Il y a une quinzaine de langues qui ont plus de 100 millions de locuteurs. Il y a 125 langues qui ont plus de 10 millions de locuteurs, 450 langues environ qui ont plus d'1 million de locuteurs, et puis plus on va vers la gauche, et moins on a de locuteurs, et plus on a de langues. Et c'est cette structure on va le voir, cause des problèmes complexes. Le paradoxe linguistique, c'est qu'aujourd'hui, 95% de l'humanité parle moins de 5% des langues et que plus de 95% des langues représentent moins de 5% des humains. Et ça va poser de très complexes problèmes pour les langues dans le numérique. En plus, si on regarde le nombre de langues en ligne, on voit que ce nombre est aujourd'hui inférieur à 10%. Il est parti de très très peu en 1992 quand la toile est née, quand le web est né. On a eu une période de très forte dominance de l'anglais. On est arrivé à une centaine de langues. Puis les langues européennes ont pris leur place. Et enfin, à partir des 2007, les langues asiatiques et l'arabe. Aujourd'hui, on est dans une étape de multilinguisme, mais un multilinguisme qui est réduit à peu près à 750 langues, parce qu'il y a beaucoup de langues qui ont très peu de locuteurs et le coût économique pour les servir dans le numérique est très compliqué.
Un mythe que cette présentation veut détruire, c'est l'anglais, la lingua franca de l'Internet. Si on regarde la courbe en bleu, qui est celle de nos mesures du pourcentage de pages web en anglais, qui est parti de près de 100% à la naissance du web, pour descendre de manière régulière, non pas qu'il y avait moins de pages web en anglais, mais d'autres langues faisaient leur place et le pourcentage relatif de l'anglais a été en diminuant, 80% dans les années 2000, puis 50% à partir de 2007-2008, et aujourd'hui il est en tangent sur une ligne vers autour de 20%. Pourtant, si vous regardez les médias, c'est la courbe en rouge. On a dit que l'anglais, c'était 80% du web de manière stable pendant des dizaines d'années. Puis on a dit que c'était autour de 50-60%, et beaucoup de médias continuent de le dire aujourd'hui, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Il y a les biais sur les données, sur la place de l'anglais, proviennent du fait que les méthodes qui donnent ces chiffres, ce sont des méthodes qui prennent un algorithme de détection des langues et qui l'appliquent sur des pages web supposées représenter l'univers de la toile. En général, ils travaillent sur le million de sites web les plus visités, qui déjà en lui-même a un biais positif envers l'anglais et les langues européennes. Mais en tout cas, ces méthodes qui donnent ces chiffres de 50% aujourd'hui ne prennent pas en compte le fait qu'un site web peut être multilingue. Et ce n'est pas un détail. Ne pas prendre en compte le multilinguisme du web, je l'ai démontré dans un article publié, on peut avoir un biais de l'ordre de 100%. Donc quand on dit 50%, en réalité c'est 25%. Parce qu'on ne prend pas en compte la quantité importante de sites multilingues et des langues qu'elles charrient. Voici les indicateurs que nous produisons sur la place des langues dans l'Internet. On voit que l'anglais et le chinois sont en tête, autour de 20%, suivi par l'espagnol, un peu moins de 8%. Puis il y a 4 langues, dont le français, qui sont autour de 3,5%. La différence entre le pourcentage de pages web pour ces langues est plus faible que l'intervalle de confiance de nos données. Donc on ne peut pas vraiment les séparer, l'hindi, le russe, l'arabe, le français et le portugais, autour de 3,5%. Nous sommes capables de sortir ce genre de tableau pour en réalité, nous travaillons pour les langues qui ont plus d'1 million de locuteurs, ce qui est à peu près 360 langues si on les regroupe en macro-langues, si on regroupe les macro-langues dans une seule langue. Donc on voit ici le classement avec le nombre de locuteurs connectés, le pourcentage pour cette langue de locuteurs connectés. Par exemple, 70% des anglophones sont connectés à l'Internet. Pour le français, c'est 66%. Pour certaines langues, ça peut monter jusqu'à 90%. L'italien est à 87%. Nous donnons également le pourcentage donc de contenu pour ces langues, la présence virtuelle, qui est le rapport entre locuteur et contenu, et la productivité de contenu, qui est le rapport entre producteur connecté et contenu. Donc voilà des indicateurs importants. Et si on regarde donc de ces indicateurs, on voit par exemple que les langues les plus connectées sont le norvégien, le danois, le néerlandais, le limbourgeois, le suisse allemand, l'irlandais. Les langues qui ont une présence virtuelle la plus haute, norvégien, japonais, écossais, irlandais, danois, estonien. Pas étonnant de trouver des langues des pays européens qui n'ont pas des locuteurs dans des pays en développement, ou qui ont très peu. La plupart des locuteurs sont dans ces pays industrialisés. En termes de productivité de contenu, il est singulier de voir que le japonais dépasse l'anglais, qui a pourtant l'avantage du fait que de nombreuses personnes qui ne sont pas anglophones font des sites en anglais première ou deuxième langue. La cybergéographie des familles de langues, ce sont des données où on a regroupé pour chaque famille de langues toutes les langues et on a refait les mêmes calculs pour les familles entières. Ce que l'on voit, c'est que les langues asiatiques sont toutes proches maintenant des langues européennes en termes de pourcentage de contenu, 44, contre 46, et on voit que les langues africaines sont celles qui sont le plus discriminées en ce moment. Un pourcentage de locuteurs connectés beaucoup nettement inférieur à la moyenne de 64%, des contenus qui ne sont pas proportionnels, ce qui fait une présence virtuelle très faible et une productivité très faible.
Vous avez dessous le nombre de langues qui ont été traitées pour obtenir ce tableau. Ça, c'est un indice de cybermondialisation, c'est pour regarder quelles sont les tendances vers le futur. On voit que l'anglais et le français ont les deux premières places, témoignage de leur capacité à s'étendre. On pense surtout au fait que l'Afrique, où ces deux langues sont très dominantes comme deuxième langue, va devenir le réservoir démographique en 2050 avec un doublement de population qui va bénéficier à ces deux langues. Est-ce que ces données sont exemples de biais? Je critique les biais des autres méthodes. Non, bien entendu, nous avons également nos biais. Notre méthode n'est pas une mesure, c'est une déduction très plausible, une sorte de calcul aux dimensions dans le domaine des données, basé sur trois sources fondamentales: les données démolinguistiques, ethnologues, les données de connectivité Internet par pays, l'UIT, et un très grand nombre d'indicateurs que nous avons collectés sur les langues et leurs performances dans le monde numérique, préparation à la société de l'information, trafic, tarifs, support technologique. Il y a des centaines d'indicateurs qu'on a mélangés. Le biais principal de notre méthode, c'est qu'elle considère que toutes les langues ont le même taux de connexion à l'Internet à l'intérieur d'un pays, ce qui est faux. Il y a bien une fracture numérique à l'intérieur des pays, mais nous ne pouvons pas la prendre en compte. C'est la simplification nécessaire pour pouvoir faire notre travail. Ce biais favorise les langues des immigrants dans les pays développés, qui en général se connectent moins que les langues des résidents, et elle défavorise les langues européennes dans les pays en développement. Donc c'est un biais, et pour ça on l'accepte, qui ne favorise pas les langues européennes. Je vais maintenant vous parler du multilinguisme dans l'Internet. C'est le secret le mieux caché. Il n'y a qu'en 2025 que nous avons réussi à donner des chiffres approximatifs mais significatifs sur la réalité du multilinguisme dans l'Internet. Le fait que ce soit mal connu explique d'ailleurs, comme je l'expliquais au début, les biais énormes sur les données qui sont propagées dans les médias. Alors, voilà des chiffres approximatifs. On va voir que le multilinguisme existe et il est important, mais il y a une très grande variance. La différence entre la moyenne et les écarts est énorme. Et on va vous expliquer où est-ce que cette variance se joue. Voici les rapports que l'on a publiés en 2025. Il y en a 7 autour du thème du multilinguisme dans l'Internet. On a eu accès à une base de données extraordinaire de data provider qui recense 80 à 85% des sites web existants dans le monde. On parle de plusieurs centaines de millions, et a conservé un certain nombre de données sur ces sites web qui nous a permis de fabriquer ces statistiques. Première chose, la corrélation du multilinguisme par rapport au pays et à la population. On voit que le multilinguisme est fait, la moyenne est à 14%. Là, on parle du pourcentage de sites multilingues. Mais 48% des pays sont au-dessous de 14%. C'est presque la moitié, mais ça représente 75% des locuteurs. Donc il y a un déséquilibre. Il y a un équilibre au niveau des pays, mais un déséquilibre au niveau des locuteurs. On va comprendre pourquoi. Si on regarde par continent, on voit que l'Europe est le continent le plus multilingue avec plus de 20%, et l'Amérique du Nord le moins multilingue. Cela dit, il faut rendre justice au Canada. Le chiffre de l'Amérique du Nord est surtout dû aux États-Unis, qui ont un chiffre extrêmement bas de 4,8%, alors que le Canada est au-dessus de la moyenne mondiale. Le même calcul fait à partir des domaines Internet, c'est CTLD, les domaines de pays, va donner des résultats légèrement différents, mais qui sont à peu près les mêmes. Ce qu'on voit aussi, c'est que les pays arabes sont en fait, si on peut les extraire, les pays qui ont le plus fort taux de multilinguisme. Et que les pays de langue officielle anglaise se caractérisent par des taux extrêmement bas. En réalité, c'est le monde anglophone qui est peu multilingue. Si on regarde la place des langues, quelles sont les langues qui ont les sites web les plus multilingues? Le basque, l'ukrainien, le letton, le catalan, l'estonien et le grec. Plus de 50% de multilinguisme dans leur site web. Quelles sont les langues qui ont le moins de multilinguisme? Le chinois, le malgache, l'anglais étant assez bas, comme vous pouvez le voir sur la courbe de droite. Un truc assez intéressant et paradoxal, le luxembourgeois est un niveau très bas. Le Luxembourg fait partie des pays les plus multilingues. C'est assez curieux. Le Luxembourg est très multilingue, mais la langue luxembourgeoise a des sites peu multilingues. C'est comme ça.
Alors, quels sont les pays les plus multilingues dans la toile? Monaco, Moldavie, Koweït, Ukraine, Mauritanie, Lettonie, Géorgie, Arabie Saoudite, etc. Les moins multilingues, on va trouver les grands pays anglophones. Je continue. Au niveau des villes, on va voir que Montréal, Kiev, Barcelone, Bruxelles, Hambourg sont les villes les plus multilingues dans le monde numérique. Les moins multilingues, Los Angeles, New York, Houston, Moscou, Tokyo, San Francisco. Quelles sont les corrélations entre multilinguisme et impact économique et commerce électronique? Très intéressant. Le commerce électronique, c'est la fonction où il y a le plus grand multilinguisme. Au niveau, et ça c'est un indicateur fascinant, il y a un paramètre dans la base de données qui est l'impact économique des sites web, et on voit que plus l'impact économique est fort et plus le site est multilingue. Il y a donc une corrélation entre force économique et multilinguisme qui est très réjouissante. Donc les conclusions, le multilinguisme élevé est corrélé à commerce électronique, empreinte économique, pays européens, pays arabes. Il est faible quand il est corrélé à pays anglophones et grands pays asiatiques, Chine, Corée, Inde, Japon, Indonésie. Les gagnants, je les ai cités. Et une autre singularité, j'ai parlé du Luxembourg, c'est le portugais qui a un taux relativement bas de multilinguisme. Pourtant, le Portugal est très élevé. La raison, c'est que le Brésil, qui regroupe la plupart des sites web en portugais, a un faible taux de multilinguisme. On a regardé également le multilinguisme dans Wikimedia. Comme le temps est court, je vais aller vite et vous donner les conclusions sur un classement général que l'on a établi. Les langues les plus présentes et les plus multilingues dans Wikimedia, c'est l'anglais, l'allemand, le français, l'italien, l'hébreu, le polonais. Vous avez le pourcentage de présence dans les fonctions de Wikimedia pour ces langues. Wikimedia, qui est donc l'endroit le plus multilingue de l'Internet aujourd'hui, qui n'est pas réservé aux langues principales, mais où il y a de la place également pour les langues autochtones. Je vais essayer de conclure avec l'IA, les langues numériques. Internet est désormais l'espace le plus multilingue jamais construit. La lingua franca de l'Internet n'est pas l'anglais, mais la traduction assistée par intelligence artificielle, que je préfère appeler intelligence augmentée. Nous sommes en train de vivre un changement de paradigme extraordinaire pour les langues dans le numérique, où on va passer d'une aide à l'intercompréhension, qui a déjà des outils extraordinaires, à la traduction assistée par l'IA dans les années à venir. Cependant, les bénéfices de ce changement de paradigme touchent une minorité de langues. Les langues minoritaires, je vous l'ai dit, 95% des langues, moins de 5% des locuteurs, sont complètement en dehors de cette révolution et c'est un problème sérieux. Aujourd'hui, grâce à des outils, vous pouvez traduire vos documents en conservant les formats, vous pouvez faire des sites web multilingues avec des outils très pratiques qui vous font gagner beaucoup de temps, vous pouvez mettre de l'intercompréhension dynamique automatique sur vos sites web en très peu d'efforts pour 250 langues, Google Translate, vous pouvez mettre des sous-titres automatiques dans YouTube et regarder des vidéos en chinois avec une interprétation de sous-titres en français, et vous pouvez intégrer dans les réunions Zoom la traduction. Demain, dans le futur pas si loin, on pourra imaginer des réunions où chacun utilise sa langue maternelle pour écouter et pour... Donc, grand problème, qu'est-ce qu'on fait avec les langues indigènes, les langues autochtones? Je conclus avec cette présentation des niveaux de numérisation des langues dans le numérique. Il y a 7500 langues, mais seulement 750 langues, 10%, qui ont une existence numérique, qui sont codées par Unicode. Parmi ces 750 langues, il y a peut-être 250 qui ont un support technologique qui existe, mais certaines ont un bien meilleur support technologique que les autres. Sur ces 750 langues, par exemple, Wikipédia a 343 langues différentes en termes de contenu. Il ne suffit pas d'avoir des contenus, il faut qu'ils soient découvrables, c'est-à-dire que les moteurs de recherche ou des plateformes rendent compte sur des mots-clés de vos contenus. Combien de langues sont découvrables, entre guillemets? Une centaine peut-être. Combien de ces langues ont un corpus pour fabriquer des modèles de langue? Une cinquantaine. Combien de langues dans les modèles de langue? Une vingtaine. Le temps est long et compliqué. Je conclus avec ces références, si vous êtes intéressé pour en savoir plus. Je vous remercie.